Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui résume le chapitre numéro 4, les transformations de l'énergie. Ce chapitre est divisé en 3 sections. Premièrement, la loi de la conservation de l'énergie. Ensuite, nous avons l'énergie thermique. On va faire la distinction entre la chaleur et la température. Et la troisième section, c'est le rendement énergétique. Commençons tout d'abord par la loi de la conservation de l'énergie. Donc, la loi de la conservation de l'énergie nous dit qu'on ne peut pas faire disparaître et on ne peut pas faire apparaître de l'énergie. L'énergie va se conserver dans un système isolé, bien sûr, où on sous-entend qu'il n'y a pas de perte énergétique, donc que le système n'échange pas d'énergie avec son environnement. En d'autres termes, on peut transformer l'énergie, on peut la transférer, mais on ne peut pas la créer ni la détruire. On a un petit exemple ici d'une montagne russe où on voit le wagon avec les jeunes qui ont l'air d'avoir un fun fou dans cette montagne russe. Si on regarde le point A, B, C et D, on voit que l'énergie cinétique et potentielle va être différente d'un point à l'autre. Par contre, si, encore une fois, on assume que le système est un système isolé, fermé, qu'il n'y a pas d'échange d'énergie ni de perte d'énergie avec son milieu, bien, l'énergie mécanique, elle, serait constante. L'énergie mécanique, c'est en fait la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Donc, on pourrait écrire ça comme ça. Énergie mécanique, donc EM, est égale à la somme de l'énergie cinétique qu'on représente par EK, parce qu'en anglais, kinetic, ça commence par un K, énergie cinétique, plus l'énergie PG pour potentiel gravitationnel. Donc, la somme des deux va toujours être égale à l'énergie mécanique et donc rester constante tout au long du manège. Si on regarde à quel point l'énergie potentielle, par exemple, est la plus élevée, l'énergie potentielle qui est liée à la position par rapport au sol. Alors, plus on est élevé, plus on a d'énergie potentielle. Ici, ce serait en C que l'énergie potentielle sera à son maximum. Et donc, on pense que l'énergie cinétique, à ce moment-là, serait à son minimum pour que la somme, l'énergie mécanique, soit toujours constante, soit toujours la même. L'endroit où l'énergie potentielle serait la plus faible, ce serait plutôt au point B, ici. Et c'est là où l'énergie cinétique serait la plus élevée. Si on regarde un autre exemple, je vais vous donner l'exemple du mélangeur, un mélangeur que vous connaissez qui sert à nous faire toutes sortes de bonnes recettes ou des smoothies même. Ici, on dit le mélangeur consomme 250 joules d'énergie électrique qui va entrer dans le système. S'il y a 175 joules seulement qui est transformé en énergie mécanique, ça serait quoi le reste d'énergie qui serait en fait perdu sous forme d'énergie thermique? Si vous avez ce genre de numéro à l'examen, bien, il vous suffit de faire une soustraction. 250 joules, c'est l'énergie totale, moins 175 joules, il nous reste 75 joules d'énergie thermique qui serait dissipée dans l'environnement autour du mélangeur. Donc, si vous placez vos mains tout près, vous devriez sentir qu'il y a un dégagement d'énergie thermique. Dernier exemple pour la loi de la conservation d'énergie, où on voit encore une fois dans l'exemple du mélangeur qu'il n'y a pas de nouvelle énergie qui est apparue, pas d'énergie qui est disparue. La somme des énergies produites est égale à l'énergie de départ. Dernier exemple, donc, c'est un barbecue qui va transformer l'énergie fossile qui provient du propane ici, qui va entrer dans notre système, ou ça peut provenir du charbon aussi si c'est un barbecue au charbon, en énergie thermique pour cuire les aliments. Donc ici, on peut avoir clairement une transformation d'énergie. Donc c'est pour vous montrer que l'énergie peut être transformée, comme on a dit tout à l'heure, ou transférée même d'un objet à l'autre, mais elle ne peut être ni créée ni détruite. Donc ça, c'est pour la loi de la conservation de l'énergie. Deuxième section, c'était la section sur l'énergie thermique. Alors l'énergie thermique, on dit que c'est l'énergie qui est associée à l'agitation des particules. Plus une substance va avoir des particules qui vont bouger rapidement, plus cette substance possède d'énergie thermique. Et l'inverse est aussi vrai. L'énergie thermique, d'ailleurs, elle dépend de deux choses. Elle peut varier selon deux facteurs, la quantité de particules, la masse, et le degré d'agitation, donc la température des substances. Je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'on a deux béchères, un bécher avec de l'eau à l'intérieur. Mettons qu'on a 50 grammes d'eau ici, qui est à 10 degrés Celsius, et un autre bécher
qui a la même quantité d'eau, le même nombre de particules, 50 grammes, mais qui est à 90 degrés Celsius. Lequel des deux posséderait, selon vous, le plus d'énergie thermique? La bonne réponse, c'est le choix numéro 2 ici, le bécher de 50 grammes, qui a la même quantité, le même nombre de particules que l'autre bécher, mais ici, à cause de la température qui est plus élevée, va posséder une plus grande quantité d'énergie thermique. Donc, il faut isoler les deux facteurs quand on veut comparer entre deux béchers, s'il y en a un ou l'autre, par exemple, qui a plus d'énergie thermique. On va isoler les deux facteurs, soit la quantité de particules, la masse, parce qu'il faut en tenir compte, bien sûr, et la température également. Maintenant, si on allait voir c'est quoi la différence, justement, entre la chaleur et la température. On va commencer avec la température. Tiens, la température, c'est la mesure du degré d'agitation des particules ou des atomes d'une substance. Donc, cette mesure-là, du degré d'agitation des particules, peut être mesurée en 3 unités, soit le degré Celsius, le degré Fahrenheit ou le degré Kelvin. On peut regarder sur l'image ici. On voit 2 thermomètres. Un dans lequel l'agitation des particules, est plus grande, celui de droite ici. On voit que les particules d'alcool se dilatent, prennent plus d'espace. Et à gauche, on a plutôt une température qui est plus basse. Donc, le thermomètre a des particules d'alcool, mais qui se contractent à ce moment-là parce que, justement, l'agitation des particules est plus faible parce que la température est plus basse. Donc, ça ici, c'est une représentation de la dilatation thermique de l'alcool dans un thermomètre pour vous faire réaliser que plus la température est élevée, ça signifie que plus les particules s'agitent rapidement. Plus la température est basse, moins les particules bougent rapidement. Et ça, c'est directement proportionnel avec la quantité d'énergie thermique que possèdent ces mêmes particules. La chaleur, maintenant, si on allait voir, c'est quoi? La chaleur, qui n'est pas la même chose que la température. La chaleur, c'est plutôt un transfert d'énergie thermique entre deux systèmes de températures différentes, bien sûr. Parce que si les deux systèmes ont la même température, il n'y aura pas de transfert d'énergie thermique. Donc, la chaleur va être transférée, en fait, l'énergie thermique, va être transférée toujours de l'objet qui est le plus chaud, donc qui a la température la plus élevée, vers l'objet qui a la température la plus basse. Donc, si on met deux objets en contact, il va y avoir ce transfert d'énergie thermique-là qu'on appelle la chaleur. Ici, j'ai un exemple pour vous de petits cubes. Si on regarde le bloc 1 qui est en rouge, qui a une température plus élevée que le bloc bleu ici qui est juste à côté à droite. Quand on colle les deux blocs, le bloc rouge, on le voit bien, je trouve que c'est intéressant, le transfert d'énergie thermique, on le voit en couleur. Donc, le bloc bleu qui devient tranquillement rouge parce que l'énergie thermique est transférée du bloc chaud, c'est-à-dire le rouge, vers le bloc qui est plus froid, qui a moins d'énergie thermique, le bleu. À la fin, on a deux blocs, deux cubes qui ont la même température. Donc, le transfert se fait toujours jusqu'à ce que les deux objets aient la même température. Dernier sujet, le rendement énergétique. Donc, ça, c'est un peu plus mathématique. Ici, si je regarde la définition, rendement énergétique, on va utiliser ça pour les machines, les systèmes technologiques. C'est un pourcentage. Donc, c'est le pourcentage de l'énergie consommée par le système qui va être transformé en énergie utile. L'énergie utile, ça veut dire l'énergie qu'on veut obtenir pour cet appareil-là ou pour ce système-là. Un fait intéressant, c'est à peu près impossible d'avoir un rendement énergétique de 100%. Ça voudrait dire que toute l'énergie que l'appareil consomme va être transformée en l'énergie souhaitée. Donc, ça n'existe pas à ce jour des systèmes qui ont un rendement énergétique de 100%. Il y a toujours des pertes d'énergie. Voici la formule. Rendement énergétique est égal à l'énergie utile en joules. J'ai oublié de le dire, mais l'unité de l'énergie, c'est le joule, divisé par l'énergie totale consommée par le système, multiplié par 100 parce que c'est un pourcentage. Ici, je vais terminer avec un petit exemple pour le rendement énergétique. Donc, si on regarde une ampoule à incandescence, une ampoule plus ancienne qu'on utilise encore à l'occasion dans nos maisons. Donc, vous en avez probablement chez vous avec un petit filament de tungstène ici au centre. Sur 100% de l'énergie électrique qui va entrer dans l'ampoule, il y en a seulement 5%, regardez, qui est transformée en lumière, en énergie lumineuse, qui est l'énergie utile, parce qu'une ampoule, c'est pas fait pour nous chauffer, on veut que ça nous éclaire. Alors, il y a 95% de perte, donc 95% de l'énergie qui entre dans l'ampoule
qui va être perdu sous forme de chaleur. Donc, c'est pour ça que ça devient chaud, hein, aussi une ampoule, et qu'il faut faire attention quand on y touche. Donc, le rendement énergétique de cette ampoule est de 5%. Voilà, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que ça vous aura aidé à en apprendre un peu plus sur le chapitre numéro 4. Merci!